Exactement. Bonjour à tous. Bonjour à Nathalie, bonjour Mathilde, bonjour Monsieur Sega. Ravie de vous voir parce que c'est vrai qu'avec le confinement, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas pu se croiser. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous voir aujourd'hui. Et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce séminaire sur innovation environnement. Quel financement européen pour vous? Les financements européens, vous le savez, c'est une source pas inépuisable de financement, mais c'est une source avec laquelle il faut compter et savoir pouvoir y puiser. C'est pas toujours simple et donc c'est pour ça que nos experts sont là pour vous présenter les arcanes des financements européens et on l'espère vous les rendre moins obscurs et vous donner l'envie de pouvoir déposer un dossier. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que je crois que les sujets que vous couvrez sont assez denses et que votre présentation se terminera aussi par un moment de témoignage d'entreprises qui étaient dans votre situation il y a quelques années et qui ont décidé de candidater à des fonds européens et qui n'ont pas regretté, qui pourront vous présenter un petit peu la démarche de façon concrète. Et je laisse la parole à Nathalie pour introduire le séminaire. Et je voulais aussi, excusez-moi, remercier chaleureusement Audrey, notre nouvelle recrue à la Green Tech Innovation, qui a transformé son essai, puisqu'Audrey était en stage avec nous et que désormais elle a rejoint l'équipe et on en est ravis. Donc un grand merci Audrey. Et excusez-moi, un dernier point avant de donner la parole à Nathalie, juste pour vous indiquer que actuellement la Green Tech Innovation travaille de façon étroite avec la French Tech, notamment pour développer une série de séminaires en commun. Donc, stay tuned pour une nouvelle programmation de séminaires qui arrivera en 2021 avec nos collègues de la French Tech. Nathalie, je te laisse la parole. Oui, merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Nathalie Secuti. Je travaille au Commissariat général au développement durable, au service de recherche et innovation. Et je suis experte auprès de la sous-directrice de la recherche. C'est-à-dire que voilà, dans ma charge de travail habituelle, c'est la prise en compte des programmes européens, la coordination des programmes de recherche et d'innovation européens Horizon 2020 et Horizon Europe pour le compte du ministère. La petite présentation faite, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est une phrase qu'il est important d'indiquer dans le jeu. Et juste que nous entamons actuellement la semaine dédiée à l'innovation publique et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Donc, renforcer la compétitivité européenne passe évidemment par l'innovation et aussi par l'innovation de rupture. Cela renvoie aussi à la question de la prise de risque dans un monde incertain et qui évolue. On le voit avec les crises et la résilience dont font preuve les entreprises. Les Green Tech Innovation et les PME qui œuvrent en particulier ici, dans ce cadre de ce séminaire dans le domaine de l'environnement, sont évidemment concernées par ces évolutions et elles apportent des solutions tangibles, nouvelles, aux changements climatiques, sociétaux et environnementaux. Pour ce faire, évidemment, elles ont besoin, mais pas que, d'être soutenues, notamment financièrement. À cette fin, on a plusieurs dispositifs de financement européens dont peuvent bénéficier les GTI, de Green Tech Innovation et PME innovantes. Alors, selon le degré de maturité de l'innovation, que l'on traduit par le niveau de TRL, Technology Readiness Level. Je pense que les uns et les autres, vous êtes familiers avec cette nomenclature. Néanmoins, s'il était nécessaire, un petit rappel peut être fait par Mathilde Hubert en début de son intervention. Organisé par le service de la recherche et de l'innovation du Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique, et je remercie au passage Audrey Boiroux et Mathilde Hubert qui l'ont soigneusement préparé. Ce webinaire se propose de présenter les dispositifs dans une première séquence et d'apporter des témoignages d'entreprises dans une seconde séquence.
La première partie débutera donc avec la présentation de Mathilde Hubert du service de la recherche sur les programmes cadres européens Horizon Europe notamment, pour des aides en amont des projets, dans le cadre des appels à projets de recherche et d'innovation thématiques par cluster, au sein du pilier spécialement dédié à l'innovation. S'agissant du programme, puis concernant l'EIC Eurostar, nous aurons la contribution de Laurence Feigenbaum de BPI France pour nous expliquer précisément le montage d'un dossier et les bénéfices attendus de ces dispositifs. Ils seront finalisés par des apports en investissement de déploiement grâce à du capital risque, InvestEU Venturi notamment, présenté par Pierre Joanneau, aussi de BPI. Nous compléterons cette première entrée en matière par les apports du programme LIFE, avec des projets plus opérationnels, et ce sera Julia Pereira d'Apoté, chez nous, de la Direction des Affaires européennes internationales, qui exposera les mécanismes et les sources de financement possibles. La seconde partie permettra de dialoguer avec les entreprises bénéficiaires de ces financements européens après une présentation de leurs points de succès et de vigilance, ce qui a donné un véritable coup de pouce à la réalisation de leurs projets. Je remercie Jean-Pierre Segard et Michel Minares de nous partager leurs expériences. Bien sûr, ces sources de financement majeures n'en excluent pas d'autres plus spécifiques et peut-être moins connues des acteurs de la recherche et innovation. Les intervenants pourront également les mentionner pour compléter s'ils le souhaitent. Je tiens également à préciser que ce webinaire sera enregistré et mis en ligne prochainement sur la chaîne YouTube spécialement dédiée au Green Tech Innovation. Voilà, j'espère que vous passerez un moment très utile en notre compagnie et je souhaite aux uns et aux autres un fructueux webinaire et de beaux échanges. Alors pour finir, j'allais simplement indiquer, c'est peut-être une première diapo de cadrage. Je n'irai pas plus loin dans l'explication. Je pense que ça servira un tout petit peu ensuite si on devait avoir un petit pensum pour l'ensemble de la matinée. Mais je crois que les uns et les autres arriveront à préciser cette diapo initiale sur la manière dont on a souhaité organiser ce financement européen de la recherche et l'innovation en environnement à partir des divers niveaux de maturité en innovation. Voilà. Merci et bon webinaire aux uns aux autres. Bonjour à tous, merci Madame Security pour cette introduction. Donc je suis Mathilde Hubert, je vais vous présenter en effet Horizon Europe principalement et pour cela je souhaite débuter mon intervention avec cette échelle des TRL dont Madame Security a parlé. La voir verticale comme ça permet de comprendre peut-être un petit peu mieux la graduation. Donc les Technology Readiness Level, ou le niveau de maturité technologique peut être mesuré justement grâce à cette petite échelle. Donc vous voyez entre le TRL 0 et 3, on est à l'étape de l'idée, entre 4 et 5 à l'étape de prototype, entre 6 et 7 la validation et entre 8 et 9 l'étape de la production. Donc c'est à travers ces TRL que l'on mesure le niveau de maturité technologique et de ce niveau de TRL dépendra le type d'instruments nécessaires pour accompagner votre innovation. Merci Audrey de changer la diapo. Je voudrais d'abord vous présenter le nouveau programme cadre pour la recherche et l'innovation sur la période 2021-2027. En effet, le programme Horizon 2020 venant à échéance bientôt, à la fin de l'année 2020, le programme Horizon Europe prendra effet au premier semestre 2021. Et j'attire votre attention sur sa structure en 3 piliers. Nous, on va se focaliser davantage sur le pilier 2 et le pilier 3 que vous avez sous les yeux sur la droite de l'image. Je rappelle juste que le budget
le budget d'Horizon Europe est encore en négociation, mais pour approximation, normalement, pour ce pilier 2, 47 milliards d'euros devraient être accordés à ce pilier 2, problématique mondiale et compétitivité industrielle européenne. Et de même, approximativement 13 milliards devraient être accordés à ce pilier 3 d'innovation ouverte. Donc, je me concentre sur ces deux derniers piliers parce qu'ils concernent majoritairement l'innovation. Et dans le cadre général, le programme Horizon Europe devrait normalement bénéficier de 91 milliards d'euros sur la période, mais c'est encore en cours de réflexion. Merci de changer la diapo. Dans le cadre de ce pilier 2, le programme Horizon Europe prévoit le regroupement d'activités de recherche et d'innovation au sein de clusters intégrés et décloisonnés. Donc, toutes les activités de ce pilier 2 seront mises en œuvre principalement au moyen de projets collaboratifs, donc sélectionnés sur la base d'appels à propositions compétitifs. Et donc, ce pilier 2, dans ce pilier 2, entre 40 et 50% des sujets couverts sont liés à l'innovation. Donc, le reste s'adresse majoritairement, s'adresse à la recherche. Et pour participer en fait à ces clusters, il faut former un consortium auquel doivent participer 3 États membres de la communauté européenne. Donc, vous voyez qu'il y a des appels à projets dans 6 clusters différents. Nous, on va se concentrer sur les 2 derniers, mais je vous énumère les premiers. Donc, la santé pour le cluster 1, la culture, la créativité et la société inclusive pour le cluster numéro 2, la sécurité civile pour la société en cluster 3, le numérique, l'industrie et l'espace pour cluster 4, et le cluster 5 concernera le climat, l'énergie et la mobilité, ainsi que l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement pour le cluster 6. Dans le cadre du cluster 5, les principaux objectifs sont de favoriser l'action en faveur du climat, d'améliorer la compétitivité de l'industrie, de l'énergie et des transports, ainsi que la qualité des services que ces secteurs apportent à la société. Pour cela, il y a 9 domaines d'intervention. Donc, je vais en citer certains: la climatologie et les solutions climatiques, l'approvisionnement en énergie, les systèmes et réseaux énergétiques, les bâtiments et installations industrielles en transition énergétique, les communautés et les villes, la compétitivité industrielle dans les transports propres, sûrs et accessibles, ainsi que la mobilité intelligente et le stockage de l'énergie. Donc, les actions mises en place à travers ce cluster 5 soutiendront la mise en œuvre de l'accord de Paris et du pacte vert européen, dont on reparlera un petit peu plus tard, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici l'année 2050. Ces actions contribueront aussi à accélérer la transformation industrielle et à générer une croissance fondée sur l'innovation et l'inclusion. Maintenant, le cluster 6, je répète, l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Les activités financées par ce cluster 6 en fait, doivent aussi contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et des accords de Paris à travers 7 domaines d'intervention cette fois. Donc l'observation de l'environnement, la biodiversité et des ressources naturelles, l'agriculture, la sylviculture et les zones rurales, mer, océan et eau continentale, les systèmes alimentaires, les systèmes de bio-innovation dans la bioéconomie de l'Union européenne et les systèmes circulaires. Donc le cluster 6 a pour objectif de faire progresser les connaissances, d'accroître les capacités et de développer des solutions novatrices dans le but d'accélérer la transition vers la gestion durable des ressources naturelles et d'assurer une sécurité alimentaire pour le bien des humains en Europe et dans le monde en général. Donc, dans chacun de ces 6 clusters, il est possible de présenter des sujets d'innovation lors des différents appels à projets. Ces clusters doivent permettre aux différents acteurs de chaque thématique de se rencontrer et de converger
autour d'actions et d'objectifs communs. Ils contribueront à favoriser le décloisonnement entre les différentes communautés. Donc voilà pour le pilier 2. Est-ce que tu peux changer la slide, Audrey, s'il te plaît? Merci. Donc, je reviens sur la structure du programme Horizon Europe. Donc là, on a traité le pilier 2, celui qui est central, que vous voyez avec les 6 clusters au milieu. Et maintenant, je vais présenter le pilier 3. Il s'agit de l'Europe innovante ou l'innovation ouverte. Donc il est séparé, comme vous le voyez, en 3 blocs et je vais développer le premier et le troisième. Donc on voit bien que c'est indiqué Conseil européen de l'innovation et Institut européen d'innovation et de technologie. Donc je commence avec le Conseil européen de l'innovation. On l'appelle aussi le IC. Donc c'est un dispositif de financement public destiné à des projets et des entreprises qui développe ou lance la commercialisation d'une innovation de rupture ou une innovation radicale. Il a pour objectif de faire passer des innovations radicales et disruptives de l'étape de laboratoire à celle de la commercialisation. Donc pour cela, le IC amène les projets novateurs au plus près des investisseurs afin de dynamiser et de stimuler l'innovation auprès des PME et des jeunes pousses. Donc actuellement, le IC est en phase pilote depuis l'année 2018 et il deviendra une réalité à partir de 2021 dans le cadre du programme Horizon Europe. Le IC dispose de 2 guichets de financement. En premier lieu, l'éclaireur ou Pathfinder. Donc ce guichet de financement est mis en place pour soutenir l'émergence de nouvelles technologies de rupture sur la base de travaux scientifiques. L'objet final de cet éclaireur étant que les nouvelles technologies soient reprises par une entreprise existante ou par une entreprise nouvelle. Donc le Pathfinder concerne les projets en phase initiale, c'est-à-dire à TRL bas, qui ne sont pas encore prêts à être commercialisés. Cet éclaireur, il permet d'accroître la maturité des technologies et pour cela, il propose des subventions et sera mis en œuvre par des appels à projets. Pareil pour la hauteur des subventions, pour l'instant ce n'est pas fixé, mais ça devrait apparaître dans les prochains mois. Donc les cibles prioritaires de l'EIC Pathfinder en termes de soumissionnaires seront les universités et les organismes de recherche, potentiellement travaillant aussi avec des entreprises. Dans le cadre de cet éclaireur, les projets seront accompagnés par des programmes managers ayant pour rôle d'instaurer une mise en relation industrielle et d'orienter les financeurs. Donc l'EIC, à travers cet éclaireur, il fournit des subventions à des projets technologiques de rupture. Donc il concerne les TRL assez bas dans l'échelle des TRL en fait. Un rapide tour d'horizon sur l'accélérateur maintenant, même si Madame Feigenbaum va en parler plus amplement tout à l'heure. Cet accélérateur, il a été mis en place pour financer les innovations de nature radicale et disruptive ayant un potentiel d'expansion, mais qui sont trop risquées pour les investisseurs privés. Donc l'objectif de cet accélérateur est d'aider les innovateurs à créer les marchés du futur, à mobiliser les fonds privés, à développer leur société à travers des subventions et des prises de participation par la Commission européenne. L'objectif est donc d'équiper les entreprises en capital jusqu'à ce qu'elles attirent des financeurs privés. Ce dispositif est donc destiné aux idées commercialement viables à terme, mais qui représentent un risque trop élevé pour les investisseurs privés pour l'instant. Donc on voit que c'est des TRL un petit peu plus élevés que pour l'instrument précédent qui était l'éclaireur. Donc l'EIC, le Conseil européen d'innovation, on voit qu'il cible la croissance des startups et des PME dans tous les domaines. Il finance le déploiement de l'innovation de rupture risquée, de la phase de démonstration jusqu'à la mise sur le marché et même au-delà. Donc voilà pour cette présentation de l'EIC. Est-ce qu'on peut changer? Ah, c'est bon, parfait. Je vois une question, TRL plus haut. Madame Feigenbaum en parlera un petit peu plus tard pour l'accélérateur.
acteurs en fait. Donc il y aura des précisions un peu plus tard dans la présentation. Donc l'Institut européen d'innovation et de technologie, que l'on appelle aussi l'EIT, c'est une initiative de l'Union européenne qui stimule l'innovation dans l'ensemble de l'Europe et en rassemblant les mondes de l'entreprise, de l'enseignement et de la recherche dans les triangles de la connaissance, afin de trouver des solutions à des défis mondiaux pressants. Donc l'EIC soutient la création de partenariats pan-européens dynamiques et de longue durée entre ces trois types d'acteurs. Donc je répète, l'entreprise, l'enseignement et la recherche. Donc l'EIT donne des moyens aux innovateurs et aux entrepreneurs européens pour leur permettre de transformer leurs meilleures idées en produits, en services, en emploi et en croissance. Donc la mise en relation de ces acteurs du monde de la recherche, de l'entreprise et de l'enseignement permet de créer en fait un environnement favorable à l'innovation et à l'esprit d'entreprise en Europe. Cette EIT il fonctionne autour de communautés de l'innovation, qu'on appelle aussi les KICS, pour Knowledge and Innovation Communities. Donc, ce sont des communautés transfrontalières au sein desquelles des partenaires experts travaillent sur un thème commun. Donc, ces communautés prennent la forme de partenariats publics-privés et rassemblent les partenaires les plus créatifs du triangle de la connaissance. Donc, les KIC permettent de concrétiser des idées en développant des produits et services innovants et en les mettant sur le marché. Donc, les activités des KIC couvrent l'intégralité de la chaîne de l'innovation, des programmes de formation et d'enseignement aux projets innovants, en passant par les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Merci. Il existe actuellement en fait 8 communautés de l'innovation, de la connaissance et de l'innovation, chacune d'entre elles ayant pour mission de trouver des solutions à un défi mondial donné. Donc vous voyez les différentes thématiques, EIT Climate KIC, l'innovation pour l'action en faveur du climat, EIT Digital pour une Europe numérique forte, EIT InnoEnergy, ouvrir la voie au changement en matière d'énergie durable, EIT Health, ensemble pour des vies en bonne santé en Europe, EIT Raw Materials, pour faire des matières premières un atout majeur pour l'Europe, EIT Food, assurer la durabilité des chaînes d'approvisionnement des ressources jusqu'aux consommateurs, EIT Manufacturing, l'innovation la plus importante dans l'industrie vient du Made by Europe, et enfin EIT Urban Mobility, des transports intelligents, écologiques et intégrés. Donc, pour lancer et aider ces KIC, l'EIT offre une plateforme dynamique avec des effets de réseau forts et de l'entraînement positif. Et pourquoi en fait on parle de cette EIT? Parce que justement à l'intérieur de ces KIC, en fait, comme j'ai souligné plus haut, des partenaires venant du monde de l'entreprise, de l'enseignement ou de la recherche se mettent ensemble en fait pour trouver une solution à un problème donné, et c'est dans ce cadre-là que vous pourrez intervenir notamment. Est-ce qu'on peut changer la slide? Merci. Et je voulais faire une brève mention en fait du programme Horizon Europe pour clôturer mon intervention. En fait, Horizon 2020, pardon, je voulais mentionner l'Horizon 2020, pardon. C'est le programme actuel pour la recherche et le développement technologique. Et je vous rappelle que l'appel Green Deal est ouvert jusqu'au 26 janvier 2021. Donc cet appel, il est ouvert dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, qui est une priorité de la Commission von der Leyen, arrivée à la présidence de la Commission européenne en décembre 2019. Donc ce Green Deal, il englobe tous les domaines de l'économie, en particulier les transports, l'énergie, l'agriculture, le bâtiment, les secteurs tels que la sidérurgie, l'industrie du ciment, les TIC, donc les technologies d'information et de communication, le textile et les produits chimiques. Le pacte vert pour l'Europe, il a 2 motivations majeures. C'est déjà de faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici à 2050 et transformer l'Union en une société juste et prospère, dotée d'une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive,
où l'environnement et la santé des citoyens seront protégés et où la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. Donc pour cela, la Commission a fixé 8 politiques de transformation en profondeur dans le cadre du Green Deal, à savoir donc, dans plein de thématiques, la construction, le système alimentaire, lutter contre la pollution. Déjà accroître en premier lieu l'ambition de l'Union européenne en matière d'atténuation et ou d'adaptation au changement climatique à l'issue de 2030 dans un premier temps, puis à l'issue de 2050. Ensuite, fournir une énergie propre, abordable et sûre. En troisième domaine, favoriser la transition de l'industrie vers une économie propre et ou circulaire, y compris la prévention ou le recyclage des déchets. Le quatrième domaine, c'est de construire et rénover de manière économe en énergie et en ressources. Cinquième, accélérer le passage à une mobilité durable et intelligente. La stratégie aussi de la ferme à l'assiette pour favoriser la transition vers un système alimentaire équitable, sain, respectueux de l'environnement. Préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiversité. Et enfin, le huitième domaine, c'est de réaliser une ambition zéro pollution et un environnement sans toxiques. Alors, un instant, je vois qu'il y a certaines questions. Là, je vois une question sur les bureaux d'études ou autres structures pour accéder. En fait, vous parlez, monsieur Mathis Rochedy, est-ce que vous parlez de l'accès à l'EIT, par exemple Inno Énergie, là je pense directement à cela. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec un bureau d'études directement, vous pouvez vous pouvez postuler en tant que start-up et enfin vous serez l'entreprise parmi les trois différents postulants, pardon. Donc vous pouvez aussi intervenir tout seul en tant que start-up uniquement dans le cadre de l'EIT InnoEnergie par exemple. Et comment postuler à un appel Green Deal, je vais y venir juste après dans les slides suivantes. Hop. Alors, je reviens juste à ma petite présentation. Donc oui, la mise en place de ce programme s'appuiera à l'avenir, enfin du programme du Pacte Vert s'appuiera à l'avenir sur les instruments d'Horizon Europe, donc au sein de l'EIC par exemple dans l'accélérateur. Et toc. Donc, grâce à des partenariats avec l'industrie et les États membres, le programme cadre pour la recherche et l'innovation Horizon Europe pour 2021-2027 soutiendra la recherche et l'innovation sur les technologies nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et en attendant Horizon Europe, n'oubliez pas cet appel Green Deal. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est ouvert jusqu'au 26 janvier 2021 avec de nombreuses thématiques. Donc Audrey, si tu veux changer la slide, je vais montrer à quel endroit est-ce qu'il faut postuler. Est-ce qu'on peut changer la slide, s'il te plaît? Voilà, en fait, c'est sur le site Horizon 2020, parce que l'appel Green Deal est encore sous ce nom-là, sous cette nomenclature Horizon 2020. Et ensuite, pour la slide suivante, vous voyez sur l'image à droite, à gauche, pardon, vous avez les thématiques, donc vers des villes climatiquement neutres et socialement innovantes, construire et rénover de manière efficace, restaurer la biodiversité et les services écosystémiques, etc. Et vous voyez le type d'action, quel budget est associé et les liens pour candidater. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, je suis Laurence Féjean-Baume. Dites-moi si vous m'entendez, enfin écrivez-moi si vous m'entendez. Je suis Laurence Féjean-Baume de BPI France. Je suis à la fois point de contact national PME et membre du réseau Entreprises Europe dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure. Je travaille pour la direction de l'innovation à BPI France Financement.
Je vais vous proposer assez rapidement, parce que je pense que vous avez déjà eu pas mal d'informations, de faire un zoom sur les outils qui sont directement accessibles aux PME dans le cadre européen. Je vais donc vous parler de l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation, excusez-moi, dont il a déjà été fait mention tout à l'heure, mais je vais y venir sous un angle un peu d'évolution et de côté pratique, aussi pratique qu'on puisse le faire un peu avant sa mise en œuvre, et sur le programme Eurostars, qui normalement devrait avoir un dernier appel à projet sur le type de choses dont je vais vous parler aujourd'hui, le 4 février. On peut continuer. Alors, le point de contact national PME est un consortium, excusez-moi, donc comme on vous engage beaucoup, vous avez pu voir dans le pilier 2 et voir dans le pilier 3 à travailler avec des partenaires, ben, nous le faisons également. Donc, est-ce quelques soucis reprise en main audio? Ok. Bon, bah écoutez, on m'entend bien, c'est parfait. Et donc, je vous ai indiqué le nom des membres de ce point de contact national qui est nommé donc, par notre gouvernement, en l'occurrence le ministère de la Recherche et le ministère de l'Industrie, selon des directives de la Commission européenne. Et donc, nous sommes là pour diffuser les informations relatives à la participation des PME dans le cadre d'Horizon 2020 et nous avons participé de manière assez intensive ces derniers temps et collective en tout cas à la préparation de cette même partie dans le cadre d'Horizon Europe. Donc vous aurez à votre disposition le nom des uns et des autres et surtout l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous joindre jusqu'à la fin de l'année 2020 puisque avec un nouveau programme cadre va venir sans doute la nomination et une réorganisation de ce fameux point de contact national. On peut continuer. Alors, le Conseil européen de l'innovation, on va y revenir brièvement. Donc, j'ai environ une dizaine de minutes pour ce point-là et une dizaine de minutes sur Eurostars. Si je suis trop longue, les organisateurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Voilà, parce que des fois, je me laisse emporter par l'intérêt de la chose. Donc, le programme de travail sera voté uniquement en février 2021. Donc, tout ce que je vous dis aujourd'hui est susceptible de modifications sans doute pas substantielles, mais en fait, il y a la place pour que les choses bougent éventuellement d'ici là. Donc, tout ce que je vous dis est sous toute réserve, sachant que, comme cela vous a été indiqué tout à l'heure, l'accélérateur sur lequel nous allons venir notamment, puisque c'est un des points importants de mon intervention, a bénéficié de l'expérience du pilote de ce programme, un pilote qui, peu ou prou, sous des vocables divers, a été mis en place à partir de 2014. Donc, il y a un peu de recul. Cela a pris le nom d'instrument PME, puis ensuite de pilote de l'accélérateur. Et ça a permis d'avancer, de figer l'outil tel qu'on souhaite le voir s'élaborer pour les 7 prochaines années. Donc, le Conseil européen de l'innovation en tant que tel, c'est une identité et une entité qui a été mise en place pour faire éventuellement le pendant de l'EIT dont on vient de parler. Donc, c'est un guichet unique pour les innovateurs qui vont qui vont aller au-delà de l'existant, qui vont mettre en œuvre des process, des procédés, des produits, des services qui sont de rupture, donc avec lesquels il est difficile de comparer pour l'existant, et qui, comme cela a été là encore une fois dit tout à l'heure, en général ne rencontrent pas un succès fou auprès des investisseurs d'emblée, puisque ce sont des projets par nature extrêmement risqués. Donc le Conseil européen de l'innovation va ouvrir les portes normalement à tous les innovateurs de tout domaine. En fait, il n'y a pas de domaine privilégié a priori, on va y revenir tout à l'heure, et à tout moment. C'est fait vraiment pour préparer la championship, la Champion League des entreprises européennes pour pouvoir aller éventuellement piquer des parts de marché aux autres nations extrêmement connues en termes d'innovation et de commercialisation un peu offensive, les États-Unis, la Chine, etc. Et donc l'idée là, c'est vraiment de créer une équipe européenne des entreprises les plus
innovantes, mais également avec des forces de persuasion sur le marché lui-même, ce qui en général finit par manquer à nos entreprises européennes. Donc, on va accompagner des innovateurs au potentiel les plus élevés et à la fois sélectionner sur la base de leurs idées, mais également sur les équipes qui vont pouvoir réaliser ces idées. On va y venir. L'idée, c'est de financer et de faire un financement sur mesure de l'idée à la place sur le marché. Je ne reviendrai pas sur le Pathfinder parce que je ne suis pas persuadée que ce soit ce qui vous intéresse en priorité. Et en plus, ce n'est pas nécessairement notre cœur de cible d'intervention puisqu'elle s'intéresse plutôt à des entreprises liées au monde de la recherche et assez loin du marché. Là, on va vraiment venir sur les marchés divers et variés que vous pouvez essayer d'atteindre rapidement. Mais néanmoins, il existe dans le cadre de cet accélérateur des subventions Pathfinder pour vraiment essayer de sortir des laboratoires de recherche et d'aller vers le marché, même à des TRL encore relativement bas. Et puis ensuite, donc des financements de l'accélérateur pour des startups, des PME innovantes et même, vous allez le voir de manière très brève, pour certaines ETI. Et dans le Conseil européen de l'innovation, il y a également des financements prêts pour consolider les écosystèmes et les communautés, pour aider à constituer un tissu extrêmement porteur pour ces PME, qu'il s'agisse de trouver des mentors, de trouver des conseils, d'aider à avoir des experts des programmes eux-mêmes pour faciliter et débroussailler le terrain pour que des innovations voient vraiment le jour avec le moins d'entraves possible. Il y aura également des prix pour des technologies de pointe. Cela existait déjà dans le pilote donc voilà, ce sont des financements tout à fait intéressants, mais qui interviennent pour très très peu d'entreprises. On peut continuer. Je vous ai remis très rapidement, après l'avoir piqué lamentablement directement à la Commission européenne, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, le diagramme qui correspond à l'EIC. Donc vous voyez, le Pathfinder s'occupe plutôt des chercheurs et au moment de l'idée innovante et des premiers tests. Ensuite, il y a des actions de transition qui vont être des petits financements pour essayer de passer du Pathfinder à l'accélérateur pour des entreprises qui ont déjà porté les projets ou qui en sont proches. Et puis ensuite, pour le développement et puis pour le changement d'échelle et l'investissement à plus long terme pour des visées commerciales, il y a l'accélérateur. On peut continuer. Alors, rapidement, donc l'accélérateur, c'est pour s'occuper des PME individuelles, c'est-à-dire que c'est un des programmes qui, contrairement au pilier 2, n'ont pas besoin d'être présentés à plusieurs. En fait, là, l'accent pour le coup n'est pas mis sur le partenariat, même si on sait que pour autant, les entreprises inscrivent leur action au milieu de partenaires, de fournisseurs, de bêta-testeurs aussi. Mais pour le coup, c'est l'entreprise qui présente son projet, un projet qui est stratégique pour elle, un projet qui vraiment engage sa vie et sa survie, présentant à la fois un très 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 gros risque et un gros potentiel de croissance dont il va falloir convaincre les jurys. L'idée, c'est de donner un financement substantiel pour les dernières étapes de financement et donc les premières étapes de déploiement. Il y a un accent très fort qui a été porté dans le pilote, qui est de pouvoir permettre à certains moments, en tout cas, l'éclosion de projets, quel qu'en soit le secteur à la fois d'émergence et aussi d'application. Et pour autant, il y aura, comme vous avez pu le comprendre, je pense, dans les nouvelles options de la nouvelle présidence de l'Union européenne, une envie aussi de marquer le terrain de notre temps, avec des challenges. Il y en aura 2 par an sur des secteurs spécifiques et vous ne serez pas tout à fait étonné d'apprendre que le secteur écologique et de survie de la planète est très impliqué. On peut continuer. Alors, l'accélérateur a ceci de particulier au regard des autres appels à projets européens, d'additionner, j'allais dire de mélanger, c'est pas très joli, mais d'additionner à la fois de la subvention et des parts de capital. Alors, j'y viendrai pas de manière technique parce que c'est épouvantablement fatigant et pour vous et pour moi, et puis ça n'a pas un intérêt fou aujourd'hui, mais sachez en tout cas cet outil va
conserver cette dénomination de blended finance. A priori, et sauf exception, et il y en aura peut-être, mais sauf exception, l'accélérateur va proposer les deux. Et les entreprises qui vont vouloir postuler, normalement, postulent aux deux, avec évidemment une pondération différente selon leurs besoins et selon leur maturité, selon le projet aussi. Et sachant que sur la partie subvention, qui ne peut, à ce que nous en savons aujourd'hui en tout cas, être supérieure à 2,5 millions, elle représentera 70% du coût total du projet. Donc, la subvention peut concerner à ce stade, là encore, parce qu'il y a encore des tractations, toutes les activités sauf la commercialisation. Donc, ça peut concerner, vous avez eu une table TRL tout à l'heure, vous en aurez une autre à la fin de cette présentation pour la conserver par devers vous. En fait, cette subvention peut permettre de financer 70%, je vous disais, du coût total du projet, et elle va prendre en charge toutes les activités, ou elle peut le faire en tout cas, entre le TRL 5-6, c'est-à-dire laboratoire, sortie de laboratoire, mais déjà testé sur un environnement quasi identique à l'environnement réel, jusqu'au TRL 8. Parce qu'au-delà, à ce stade, la Commission européenne ne peut pas financer des aspects purement commercialisation avec de la subvention parce que cela viendrait fausser la concurrence pure et parfaite. Théorie importante dans cette organisation. Mais bon, il y a des choses qui sont en train de changer sur ce point. Les projets doivent s'organiser sur une période allant de 12 à 24 mois. Et l'idée, c'est de soutenir le développement du projet, l'innovation en cours de phase précoce, mais quand même en allant jusqu'au déploiement de celle-ci sur son marché. On peut continuer. Alors, l'apport en capital, qui est vraiment une expérimentation récente, puisque les premières possibilités d'ouverture, de prise de part du capital par la Commission européenne selon des véhicules particuliers n'a commencé qu'en octobre 2019. Donc le recul n'est pas encore tout à fait là, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une expérience que la Commission souhaite poursuivre. L'apport en capital peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Et il peut couvrir toutes les activités du TRL 6 au TRL 9 et même au-delà. C'est un actif de l'entreprise qui peut être utilisé pour soutenir la montée en puissance d'une innovation dans ses phases précoces et matures. Donc, en fait, ça couvre vraiment, dès que la Commission décide de soutenir le projet, votre projet, elle va aller avec vous jusqu'à son pré-succès, voire son succès. On peut poursuivre. Alors, je vous ai mis très rapidement les étapes qu'il va falloir franchir aujourd'hui pour pouvoir obtenir cette manne financière. C'est quand même extrêmement intéressant, bien évidemment, vous l'imaginez. Ça va se proposer selon un nouveau schéma. C'est pour ça que je vous l'indique. Puisque jusqu'à présent, en fait, les gens proposaient une proposition d'une trentaine de pages et puis qui était évaluée à distance. On classait ces propositions et selon votre note et selon surtout le nombre de personnes avant vous, vous étiez ou non convoqué pour un entretien avec le jury à Bruxelles. Enfin, ces derniers temps, vous imaginez bien, ça s'est fait à distance. Et puis, si ça fonctionnait, vous obteniez un accord de subvention. Et ensuite, sur la partie capitale, on remettait éventuellement, puisque jusqu'à présent, on pouvait éventuellement ne pas demander de capital, on mettait en œuvre les due diligence et puis la prise de participation intervenait ou devait intervenir quelques mois plus tard. Alors, vous voyez qu'il y a il y a une petite ligne qui s'est ajoutée à cela, qui est une ligne que l'on appelle le pré-screening. Qui est un filtre qui va finalement alléger le système. On peut continuer. Parce que il va s'agir de réaliser une vidéo de 2-3 minutes et de répondre à un questionnaire de 5 pages, mais qui va être un questionnaire extrêmement précis sur l'idée qui vous anime. En fait, on va repartir de l'idée et avec une présentation diapo de quelques pages également, qui va permettre à 2 évaluateurs de 2 pays différents
et donc en ce qui vous concerne, pas des Français, pour voir si l'idée elle-même semble être en rupture, si elle semble apporter à l'Europe une réponse à des questions qu'on peut se poser, si cela permet d'augurer d'un marché intéressant, donc il va falloir être extrêmement convaincant, mais pour autant, cela va être plus léger pour vous à faire et pour le jury plus léger à analyser qu'un gros document qui vous entraîne vers vraiment une préparation très très intense. Si vous avez de go, on y viendra tout à l'heure, vous pouvez aller à la deuxième étape, vous aurez l'autorisation de le faire, pour formuler votre demande, là encore, avec un document beaucoup plus consistant qui sera vraiment conforme au langage des affaires, comme on dit en français soutenu, enfin en tout cas qui va surtout présenter un business plan et qui va permettre d'analyser à la fois l'excellence, l'impact, le risque, mais aussi la manière dont vous vous organisez, ce qu'on appelle l'implémentation dans le jargon européen. Et voilà, il y aura des éléments financiers à présenter dans une annexe qui va être la plus précise possible. Et puis, il va falloir en plus présenter une série de slides d'une dizaine de pages, là pour le coup, donc beaucoup, sans doute plus approfondi et plus pratique que le premier dont on a parlé tout à l'heure, qu'il faudra utiliser lorsque vous serez, et si vous êtes invité à Bruxelles, aux entretiens. Ensuite, les entretiens auront lieu à Bruxelles ou en virtuel, mais pour cela, il faut évidemment que vous ayez eu go au stade numéro 2. Et selon le nombre de go ou de no-go que vous aurez pu avoir à chacune des étapes, il vous sera demandé éventuellement d'attendre 12 mois et de retravailler votre proposition avant de resoumettre. Parce que la commission a été vraiment submergée par le nombre de resoumissions qui ont sans doute entravé, qui ont sans doute expliqué pour partie le taux faible de candidatures retenues, donc un taux de sélection extrêmement fort, et surtout qui ont parfois encombré les tuyaux, si on peut parler de tuyaux comme ça. Donc ça, je le laisse pour vous, vous regarderez ça tranquille à la maison. Ce qui à ce stade est prévu pour la période d'attente, éventuellement entre les périodes de latence, j'allais dire, entre deux possibilités de répondre. Alors, il y a un calendrier qui va se dessiner, il n'est pas pour l'instant abouti, puisque comme ça vous a été dit tout à l'heure, le budget n'est pas tout à fait voté. Ça ne devrait plus tarder, mais les choses ne peuvent pas s'asseoir et être gravées dans le marbre tant que le budget n'est pas voté de manière précise. Donc, il est attendu la publication d'appels à projets avant l'été 2021, deux challenges, un sur le Green Deal, basé sur 4 objectifs, donc j'y reviens deux, trois instants, sur les batteries, l'hydrogène vert, la rénovation des bâtiments et les industries bas carbone. Et un autre challenge qui sera normalement en technologie numérique stratégique et dont les technologies stratégiques de la santé, et un appel bottom-up. Idem, à l'automne, il y aura sans doute la publication d'un autre appel, accélérateur bottom-up. Pour l'instant, tout ceci étant soumis, je vous dis, à des réserves sur le timing, selon la date à laquelle tout ceci va pouvoir être arrêté. Mais on peut, en tout cas, sans difficulté, imaginer que chaque année, il y aura 2 appels bottom-up, ouverts à tous, selon la problématique qui vous est propre, et 2 appels challenge, avec une certitude absolue que le Green Deal restera assez central dans ce genre de choses. On peut continuer. Il est prévu pour les personnes s'intégrant dans la communauté du Conseil européen de l'innovation un coaching. Donc, il y a un coaching qui est prévu d'ailleurs entre le pré-filtre, dit screening, en jargon, pour vous aider à y voir plus clair sur ce qu'il reste à faire pour préparer votre copie. Vous devriez être aidé par un outil qui serait mis à votre disposition d'intelligence artificielle qui pour le moment n'est pas encore sélectionné. Mais si vous n'utilisez pas votre coaching à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser plus tard lorsque vous êtes lauréat pour aller plus loin, ou si vous obtenez un Seal of Excellence, c'est-à-dire si vous n'obtenez pas le financement mais la reconnaissance de l'excellence de votre projet, vous pouvez aussi avoir du coaching pour vous permettre de vous retourner vers des financements privés.
Il est prévu également des mentorats de pair à pair avec d'autres dirigeants, avec des fondateurs d'entreprises, etc. Il y aura une plateforme d'échange de communautés, mais comme on en voit fleurir beaucoup, et là pour justement échanger les bonnes pratiques, les difficultés, obtenir des formations, des informations. Et il y aura des événements dès lors qu'on aura le droit de sortir de chez nous, des rencontres physiques, mais également, évidemment, on peut le faire en ligne, hein, mais ça allait avec la plateforme, mais il est prévu aussi des événements de réseautage sur le même, d'ailleurs, avec les mêmes idées, qui est que vous fassiez un réseau important qui puisse servir votre entreprise et l'objectif que vous vous êtes donné. On peut continuer. Alors, pour vous accompagner, je vous ai indiqué le lien avec le site national des points de contact d'Horizon 2020 qui ensuite va aller, dans les mois qui viennent, va se transformer en site Horizon Europe. Le réseau EEN, qui est un des réseaux dans lesquels BPI France intervient en Île-de-France notamment, qui vise à mettre l'Europe à votre portée, donc vous accompagner pour la relecture de copies par exemple, pour des journées d'information, pour des webinaires comme celui que vous avez aujourd'hui. Je vous ai redonné les coordonnées de notre consortium PCM-PME et un outil très intéressant tout en bas qui s'appelle Access to EIC, qui est le résultat, une plateforme qui est le résultat d'un projet européen entre les points de contact nationaux auprès des PME et qui vous donne d'excellents conseils pour la réalisation de vos copies, de vos pitchs. On y travaille tous ensemble et ce sont des outils extrêmement pratiques, des copies annotées que je vous conseille d'aller voir, même si des choses vont évidemment bouger entre les deux programmes cadres, mais l'essentiel de ce qui doit être dans une copie, la manière dont il faut parler pour être compris, les écueils à éviter, c'est vraiment, c'est extrêmement important. Alors j'en ai fini pour cette partie-là, sachant que pour mémoire, je laisse à votre sagacité, la question m'a été posée, donc c'est parfait. Vous allez avoir la possibilité de calculer tous les taux de succès que vous voulez en vous donnant le nombre de projets soumis par pays et par cut-off. Donc c'est c'est quand on ramasse les copies, puisque ce sont des appels, on ne peut pas parler de différents appels à projets, puisque ce sont des appels à projets globaux, mais vous avez exactement tout ce qui nous a occupé. Donc en fait, ça fait un taux de succès d'à peu près 4%. Voilà, on peut continuer. Vous avez vraiment tous les chiffres de toute la période du pilote qui ont été mis en ligne. Sachez que la France s'en est très très bien sortie lors des derniers cut-offs. Vous pouvez le voir. Je pense que l'intelligence collective a vraiment fonctionné et c'est important de le noter et on espère faire tout aussi bien, voire mieux, dans les années qui viennent. Alors, je pense que c'est environ 4% de succès. Doit-on fournir un objet? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Doit-on fournir un objet de CA avant de faire un appel à projet? Je ne comprends même pas la question. De chiffre d'affaires éventuellement, je ne sais pas. OBJ, je ne vois pas. Oui, de chiffre d'affaires. Bah oui, de toute façon, il faut faire un business plan. Vous êtes amené à réfléchir quand même à votre avenir, ce que vous souhaitez en faire. Il est évident que l'Europe, quel que soit l'outil auquel vous allez être confronté, a besoin de savoir ce que vous comptez faire pour venir vous accompagner ou non. Même si ce sont des projets qu'on imagine en rupture, donc avec évidemment assez peu d'axes concrets pour savoir exactement comment se situer. Il faut quand même avoir une idée de la trajectoire qu'on souhaite suivre et les idées qui vous animent, et donc un objectif de chiffre d'affaires, bien sûr. Alors, je vais passer peut-être à Eurostars. Donc, vous avez l'échelle TRL, vous pourrez vérifier, ce sera le travail de ce soir, si on a tous la même. On sera assez, voilà, comme ça, vous nous le direz, on verra ce qu'il en est après pour accorder nos violons. Je vais passer à Eurostars. Alors, Eurostars, c'est un appel à projet qui a une longue histoire. On n'aura pas le temps de la raconter aujourd'hui, mais ça vient du programme Eureka, qui a été un des premiers programmes de coopération européen signé entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Et donc Eurostars, c'est un bébé assez
atypique puisqu'il vient à la fois d'une initiative transnationale qui n'était pas une initiative communautaire, même si la communauté participait en tant que membre au réseau Eureka. Le réseau Eureka, c'était pour reconnaître officiellement la pertinence d'accords d'industriels à industriels européens qui décidaient de monter ensemble un projet sans nécessairement recourir à des financements publics. L'idée, c'était vraiment d'attester de la pertinence et de la qualité de leur projet. Et donc, ça a été une des premières réunions hors communautaire des pays membres pour pouvoir aider leurs industriels à monter les projets qu'ils souhaitaient monter, totalement bottom-up. Ils pouvaient être que 2 au départ, ou 3 ou 4, enfin voilà, avec des règles qui s'éloignaient, enfin qui n'étaient pas les mêmes que celles de la communauté. Et l'écueil auquel sont confrontés ces industriels, c'est que dans certains pays comme la France, le label allait de pair avec un financement public, ou en tout cas l'autorisation de financement public s'il en était besoin, et dans d'autres pays, ça n'était pas le cas du tout. Et donc, il y a de nombreuses années maintenant, je dirais une quinzaine d'années à peu près, les personnes qui animaient Eureka se sont dit qu'il faut faire quelque chose de très spécifique aux entreprises très innovantes parce que financièrement, elles ne tiendront pas la route. Et ce serait dommage de se priver de ce potentiel de projets-là, des projets extrêmement concrets, devant vraiment se mettre en œuvre rapidement. Et donc, ils ont travaillé pour mettre des financements sur la table, toujours avec la Commission européenne comme membre, mais pas comme membre décideur plus que les autres, pour pouvoir aider de manière très concrète des projets à voir le jour. Alors, de quel projet parle-t-on en fait? Alors, on va revenir à la question, est-ce que le projet que vous pouvez avoir est un Eurostars? Est-ce qu'il est collaboratif? Donc, c'est ça la grande différence avec ce que je viens d'évoquer par le Conseil européen d'innovation. Est-ce qu'il est international? Est-ce qu'il est innovant? Est-ce qu'il est proche du marché? Et est-ce qu'il est mené par une PME? Est-ce que vous êtes une PME innovante qui réalise un fort investissement en R&D? Ou est-ce que parmi vos partenaires, il y a des PME de cette nature-là? On peut continuer. Il ne me reste pas très longtemps. Là, je laisse à votre sagacité le nombre de pays qui, pour le moment, font partie d'Eurostars. Vous voyez, on parle d'Europe, mais on parle d'Europe finalement au sens extrêmement hégémonique du terme. Vous voyez, il y a un peu de vert un peu partout dans le monde parce que ce programme a intéressé beaucoup de pays qui s'engagent à financer une certaine somme et un certain nombre d'appels à projets par an. On continue pour arriver aux spécificités du progrès. Voilà, donc l'innovation, c'est quoi? Là, ça peut être un produit, un procédé, un service. En gros, il faut le réaliser à plusieurs, en 3 ans, et que 2 ans après, il soit sur le marché. Je rattrape le temps que j'ai perdu. 4 points pour préciser Eurostars. Donc, le porteur, il faut que dans le cohorte des partenaires, il y ait au moins une PME dite R&D Performing SME, c'est-à-dire une PME qui consacre environ, avec quelques détails possibles, une dizaine de % de son chiffre d'affaires à la R&D. Qui soit membre d'un des pays en vert, donc ceux qui ont accepté de mettre des sous, qu'il y ait au moins 2 partenaires qui soient autonomes, c'est-à-dire que voilà, une entreprise et sa filiale, ça ne marche pas très bien, qui soient au moins issus de 2 pays membres d'Eurostars. Il faut que les PME soient pilotes à bord, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des grands groupes avec des universités, etc. Ça peut être vraiment très varié comme partenariat. Cependant, c'est vraiment destiné et dessiné pour les PME. Et il faut que ce soit des projets qui soient à la fois collaboratifs, internationaux et équilibrés. On peut continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander de remplir un dossier pour l'ensemble des partenaires en anglais, qui est relativement simple à remplir dès lors qu'on a une idée claire de ce qui est prévu. Vous allez expliquer ce qu'est votre projet, vous allez dire pourquoi, comment, à quoi il sert, quels sont les concurrents, comment vous avez protégé votre propriété intellectuelle. Vous allez expliquer comment vous vous organisez pour travailler entre vous, quelles décisions vont être prises et quand et comment, et comment vous vous êtes choisi. En fait, on vous demande de raconter une très très belle histoire. Vous avez évidemment la possibilité de mettre... Donc, il n'y a aucune photo possible, contrairement justement aux copies de l'accélérateur. Vous ne pouvez pas faire un design particulier, mais vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre des annexes qui peuvent être tout à fait intéressantes. C'est un dossier assez simple à remplir, il faut savoir, mais qui néanmoins voilà, doit être très pensé et doit préparer l'avenir. C'est-à-dire que si on vous dit go, vous y allez et vous y allez comme c'est écrit. Ce qui d'ailleurs
Et le cas aussi pour le IC, mais avec un dossier qui, pour l'instant, était un petit peu plus lourd. On continue. Alors, sur quoi votre projet sera-t-il jugé? Il va être jugé sur 3 points. À la fois, on va venir par celui du milieu, l'excellence de l'innovation et de la R&D. J'allais dire, c'est le point de départ de toute façon. Si votre projet n'est pas assis sur un bon degré d'innovation et avec éventuellement l'application d'un nouveau savoir et vraiment, s'il ne répond pas à un challenge technique, ça va être compliqué de le défendre. Mais néanmoins, c'est vraiment à garder en tête, les projets Eurostars en général ont un bon niveau technologique et d'innovation. Ensuite, on va voir comment vous comptez l'organiser. Et ça, normalement, ce qu'on dit lorsqu'on fait des séances de travail sur le sujet, c'est qu'en toute logique, vous devriez avoir 20 sur 20 sur comment vous allez vous organiser. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de travailler en partenariat et avec des gens à qui vous pouvez faire confiance et qui peuvent vous faire confiance. Et donc, ça veut dire que vous avez vraiment travaillé sur la complémentarité des compétences à l'intérieur du consortium lui-même. Vous savez ce que chacun est en capacité d'apporter et vous vous donnez les meilleurs moyens de pouvoir le faire. Et ensuite, et surtout, pour la suite de l'aventure, c'est quel impact vous allez avoir sur le marché, comment vous allez évidemment atteindre la commercialisation rêvée que vous avez pu prévoir avec vos partenaires. Et donc, l'exercice là va être de comment faire rêver avec des choses réalistes. Ben, écoutez, pas mal de gens y arrivent, donc il faut continuer. Et le time to market aussi, est-ce que c'est maintenant tout ça? Vous allez passer à travers une procédure d'évaluation qui, ça c'est surtout ça le point, va passer à la fois auprès de votre agence d'innovation nationale qui va vérifier qu'il n'y a pas de problème financier d'ardoise à l'URSSAF derrière vous, et en même temps auprès d'experts évaluateurs qui ne sont pas de votre pays et qui vont vraiment juger de ce projet en toute objectivité. Ces projets seront ensuite classés par un panel international et une fois que votre projet aura dépassé la barre de seuil, vous allez être classé et selon l'argent disponible pour chacun des partenaires, votre projet va pouvoir ou non être financé cette fois-ci. On peut continuer. C'est une procédure qui prend environ 4 mois. Alors, au niveau des aides BPI France, puisque c'est BPI France qui est le financeur sur la partie française, c'est un financement qui, à ce stade, est sous forme de subvention. Donc, sur le budget réservé à chacun, BPI France peut prendre en charge 40% du budget de la PME sous forme de subvention, que les autres entreprises, dès lors qu'elles sont à moins de 2000 salariés, vont pouvoir se voir octroyer une subvention de 30%. Pour les PME, la subvention est plafonnée à 100 000 €, représentant 40% des coûts complets. Et BPI France intervient dans la limite des fonds propres de l'entreprise. On peut continuer. Je vous laisse là aussi les dépenses que vous pouvez indiquer dans votre budget. C'est principalement des frais de personnel, mais ça peut être aussi des frais de propriété intellectuelle, les études de faisabilité. Il peut y avoir aussi évidemment des points de dépenses pour les développements des produits, etc. On peut continuer. Alors, tout à l'heure, je vous disais que le taux de succès de l'accélérateur, c'est environ 4%. Vous voyez qu'ici, on arrive à un taux de succès qui est bien supérieur. Alors, ce que l'on perd en termes de financement, parce qu'on passe quand même d'un taux de financement de 70 à 40% pour les PME, eh bien, on le gagne en taux de succès. C'est-à-dire qu'un projet typique Eurostars, c'est 30% de succès, 3-4 participants de 2-3 pays. La durée moyenne est de 30 mois et le coût classique d'un projet, c'est 1,4 million. Sachez que de manière générale, les projets où participent les Français se voient accorder, parce que peut-être que ça correspond le mieux à ce qu'on aurait pu dessiner comme appel à projet, on est au-delà de ce taux. En fait, on est plutôt entre 35 et 40%. Et rien n'empêche de se représenter dès lors qu'on a retravaillé sa copie. Donc, avoir en tête, ce n'est pas de la sous-traitance, ce n'est pas un simple accord commercial.
il faut que le budget soit équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait un pays qui assure plus de 75% d'un budget. Il faut qu'on qualifie réellement le retour pour chacun des partenaires pour prouver à quel point c'est équilibré. Il faut montrer par contre sa capacité financière à payer sa part et sa part humaine surtout, à bien mener à bien le projet. Et normalement, sous cette forme en tout cas, sachant qu'il y a de grandes tractations pour la prochaine mouture, mais il y aurait un appel à projet le 4 février prochain. Vous avez l'adresse à laquelle vous rendre pour avoir de plus en plus de renseignements au niveau européen. Je vais vous donner la même chose au niveau français avant, mais enfin après plutôt, excusez-moi, sachant que le dossier sera à déposer sur cette plateforme. Donc après, ce sont des financements synchronisés par tous les partenaires en tant que pays et vos partenaires à vous seront bénéficiaires de subventions également selon des modalités nationales et là, il faut que vos partenaires se renseignent effectivement. Donc c'est un dossier physique, un dossier en ligne, mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de rencontre avec un jury, donc il faut vraiment que tout ce qui mérite d'être écrit le soit. On continue. Alors voilà les mêmes adresses que je vous ai données tout à l'heure. Et je vous enverrai, parce que je crois que j'ai dû... Attendez, je ne sais pas s'il y a autre chose après. Non, je crois que c'est à voir en tête. Je vous renverrai, c'est Pierre qui va intervenir, je vous renverrai au moment où vous allez recevoir les copies, les coordonnées de ma collègue Odile Hénin, qui s'occupe plus particulièrement de ce réseau pour la partie française. Et si dans l'intervalle vous avez des questions spécifiques sur Eurostars, vous avez mes coordonnées et je lui ferai suivre toute correspondance sur ce sujet. Alors, écoutez, j'en ai fini, j'ai pris quelques minutes de plus, je suis désolée. Je tente de répondre. Il y a une question tout à fait intéressante. Alors, le budget de l'EIC Accélérateur sera-t-il en hausse par rapport aux pilotes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'avec le besoin qu'il y aura d'aider les entreprises après la crise Covid, je ne suis pas sûre qu'il soit augmenté autant que nous l'aurions souhaité. Donc, je ne peux pas répondre. Et jusqu'ici, c'était un classement selon la note. S'il n'y a que des go et no go, là encore, je ne suis pas en capacité de vous répondre, mais sachez que cette question a été remontée parce qu'elle nous paraît aussi avoir besoin d'une réponse. Donc, question très pertinente. Alors, pour Eurostars, il n'y a pas de limite d'entreprise, donc même une entreprise petite, mais qui est en capacité, si le projet fonctionne, de voir son effectif augmenter, peut tout à fait postuler pour un Eurostars, sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, la subvention ne pourra s'établir qu'au regard de vos fonds propres et elle pourra par ailleurs ne couvrir que 40% des fonds nécessaires. Donc, il faut prouver que vous avez les 60 autres pourcents et que vous êtes en capacité d'assumer votre rôle jusqu'au bout, quelle que soit votre taille. J'en ai terminé. À toi, Pierre, et ne m'en veux pas trop d'avoir grignoté du temps. Oui, en tout cas, moi, je voudrais vraiment vous remercier infiniment, Laurence Feigenbaum, pour ces deux présentations extrêmement précises et précieuses, avec des détails très intéressants, des éléments très complets qui sont extrêmement utiles et pas que pour les entreprises, y compris pour nous en interne. Donc voilà, merci beaucoup, c'était très clair et bien peut-être d'autres questions arriveront d'ici la fin de la séquence et voilà. Merci encore et bienvenue à Pierre Joanneau qui poursuit voilà, des explications peut-être un peu plus axées sur des fonds d'investissement. Merci beaucoup. À vous. Bonjour à tous, merci beaucoup Laurence, c'était limpide comme d'habitude, c'était pas gênant de dépasser. Alors je travaille chez BPI France également, mais dans une autre équipe au sein de la direction des affaires européennes, et en particulier sur ces sujets des instruments financiers européens dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors la présentation va être beaucoup plus macro que celle de Laurence, parce qu'on est sur une multiplicité telle des guichets qu'il ne m'est pas possible de vous faire une liste des opportunités sans tomber dans la liste à l'après-vert. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de vous donner les grands intérêts, les grands objectifs des instruments financiers européens, la grande architecture et voilà, les premières billes pour aller chercher, pour aller frapper à la bonne porte
pour obtenir des instruments financiers européens. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. On n'est pas sur le premier moyen d'action pour la Commission européenne. Hein. Classiquement, la Commission intervient plutôt sous forme de subvention, avec l'avantage pour le porteur de projet, évidemment, pour une subvention qu'elle n'est pas remboursable. Mais le revers de la médaille pour la subvention, c'est que le chemin pour l'obtenir est beaucoup plus long, il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compétitif. Alors de plus en plus, la Commission, pour jouer avec un budget européen qu'on sait assez limité, elle développe des instruments financiers qui vont avoir pour objectif de faciliter l'accès des entreprises à d'autres sources de financement. Donc elle va se positionner sur ce qu'on appelle des failles de marché, là où les autres financeurs ne sont pas ou pas assez, en tout cas, présents, pour aller permettre à toutes les entreprises en Europe d'avoir accès à des financements, et qui plus est des financements qui sont disponibles avec des conditions attractives. Et toutes ces conditions ne sont pas disponibles selon le même niveau partout en Europe. Donc c'est vraiment, la Commission a vraiment pour objectif d'uniformiser l'accès à ces sources alternatives de financement en construisant ces programmes d'instruments financiers. Donc concrètement, pour ce faire, la Commission européenne va construire son programme d'instruments financiers pour soutenir des intermédiaires financiers au niveau local, au niveau national. Et le plus souvent, ce soutien il va se faire par l'intermédiaire de la Banque de l'Union européenne, le groupe Banque européenne d'investissement. Je vais y revenir plus tard, mais qui se constitue de la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, et de sa filiale, le Fonds européen d'investissement. Et ce soutien par le groupe BEI il va se faire de deux manières, soit directement, mais je vais y revenir aussi un petit peu plus en détail, soit directement aux porteurs de projets, soit en soutenant les intermédiaires, comme je le disais, les intermédiaires financiers locaux. Et plusieurs avantages pour ces instruments financiers. Au lieu d'avoir un guichet unique très compétitif à Bruxelles, vous allez pouvoir vous tourner vers une multitude de financeurs, de relais des instruments financiers. Donc, les instruments financiers finalement européens sont un moyen de rapprocher l'argent de l'Union européenne des porteurs de projets. Et deuxième intérêt, les intermédiaires financiers vont eux-mêmes contribuer en fait à l'enveloppe dont vous allez bénéficier. Donc, l'argent européen va très souvent être, très souvent sous forme de garantie d'ailleurs, un moyen d'attirer les intermédiaires financiers sur un segment plus risqué. Et donc, la Commission européenne, par son soutien, va permettre à ces intermédiaires financiers d'augmenter leur volume de prêts, par exemple, ou d'investissement, d'assouplir les conditions de leurs offres. Et finalement, donc, on va avoir un levier sur l'euro de la Commission européenne. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, juste pour vous donner la grande structure de l'intermédiaire, jusqu'ici, l'intermédiaire numéro 1 de la Commission européenne. On a donc deux entités qui constituent le groupe Banque européenne d'investissement. D'un côté, on a le Fonds européen d'investissement qui est plus axé, alors il y a une petite imprécision sur la slide, mais qui s'explique par les définitions européennes qui diffèrent un peu de la conception française. Le FEI va bénéficier aux PME et petites ETI, et la BEI va plutôt bénéficier aux grandes ETI, donc à partir de 500 employés, et aux grandes entreprises. Mais ici, sur cette slide, j'avais noté grande entreprise seulement côté BEI, puisque finalement, dans la définition européenne, on ne parle pas d'ETI, on parle de PME d'un côté et de grandes entreprises de l'autre. Donc, côté FEI, qui va nous concerner en priorité aujourd'hui, le FEI soutient donc en priorité les PME par l'intermédiaire d'offres en garantie et en fonds propres. Donc le FEI, de manière 100% intermédiaire, donc le FEI ne soutient pas directement les porteurs de projets, le FEI soutient des banques par exemple, ou des fonds d'investissement, des business angels, en leur octroyant des garanties ou en investissant, donc en souscrivant dans le cas
dans le cas d'un fonds d'investissement sur des tickets donc, qui peuvent aller de 25 000 à 7 millions 5. Côté BEI, donc là, on fait à la fois du direct et de l'indirect, donc de l'intermédiaire. Même chose avec des prêts et de l'equity. Je vais passer à la slide suivante. Donc pour détailler un petit peu plus sur le FEI qui nous intéresse davantage, puisqu'on est sur des PME, on a 2 programmes phares aujourd'hui, et je me concentre d'ailleurs plus sur l'aspect dette qu'equity, qui est un petit peu plus loin de nos préoccupations aujourd'hui. On a 2 programmes phares de garantie, donc le programme COSME, qui va permettre de garantir ou contre-garantir des prêts, des petits prêts plutôt, donc on est sur des prêts à hauteur de 150 000 euros sur des maturités assez courtes, hein, de 12 mois en général. Et pour Innofin, donc deuxième grand programme de garantie, pardon, je fais une marche arrière, mais sur COSME, on est sur un programme sans focus particulier. Donc, on est sur un programme de garantie qui a pour objectif de soutenir la compétitivité de l'Union européenne et donc des PME. Alors que sur Innofin, on va être sur un programme qui cible les PME et les projets innovants. Donc là, sur des tickets beaucoup plus importants qui peuvent aller donc de 25 000 à 7 millions 5 sur une maturité qui peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, on est sur une logique donc, du FEI, donc 100% intermédiaire. Donc, l'objectif, par l'intermédiaire de ces programmes de la Commission européenne, pour les FEI, ça va être de garantir des intermédiaires financiers locaux, qui sont nombreux, donc je les ai listés. Par exemple, BPCE, BPI France pour COSME. Pour Innofin, vous allez avoir également BPI France, la Banque Postale, October Factory. Enfin, voilà, je vais pas tous les mentionner ici, mais c'est simplement pour vous montrer que vous avez une multitude d'intermédiaires financiers publics ou privés qui vont offrir des offres de prêts qui vont être soutenues par l'Europe. Alors en général, ça va être noté sur le contrat, hein, il va y avoir une obligation de visibilité, mais le porteur de projet n'est pas toujours au courant de cette petite note de bas de page qui précise que l'offre de la banque est soutenue par l'Union européenne. Alors je vois une question en direct, donc sur Innofin, enfin je les reprendrai ensuite, mais sur Innofin, donc on est sur une garantie à 50%. Je précise que donc la garantie finalement, peu importe pour vous, c'est un peu plus le souci de l'intermédiaire financier, puisque donc ce qui est garanti, c'est le programme de garantie va permettre à l'intermédiaire financier de réduire ses risques. Donc si vous avez une perte, si vous faites défaut sur votre remboursement, 50% va être remboursé à l'intermédiaire financier qui vous a accordé le prêt. Donc finalement, pour vous, que ce soit 50 ou 100%, finalement, peu importe, c'est juste que ça va avoir un impact sur la prise de risque de l'intermédiaire financier. La banque va être plus à même, plus enclin à vous prêter, à vous accorder un prêt, puisqu'elle dispose de cette garantie européenne. Donc on est sur des masses assez importantes, hein, puisqu'on a eu plus de 5 milliards de prêts accordés dans le cadre de COSME depuis 2014 et près de 3 milliards pour Innofin. Je vais passer à la slide suivante. Alors on est en période, on est sur le même sujet, hein, le budget européen est en cours de... le budget européen 2021-2027 est en cours d'approbation, donc c'est assez difficile aujourd'hui d'avoir une image complètement figée du devenir de ces programmes de financement à partir de 2021. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a une multitude de programmes de garantie et c'était parfois assez compliqué, à la fois pour les intermédiaires financiers et pour les porteurs de projets, de s'y retrouver. Donc finalement, la Commission européenne a travaillé sur une rationalisation de son architecture des instruments financiers en construisant un programme qui s'appelle InvestEU, qui va être un umbrella qui va recouvrir les différents produits financiers, les différents instruments financiers de la Commission européenne.
avec une différence dans le schéma de déploiement. Aujourd'hui, on avait un schéma unique de la Commission européenne qui soutient le groupe BEI, qui lui-même va soutenir les intermédiaires financiers locaux, dont d'ailleurs Bpifrance par exemple. Aujourd'hui, on va avoir un deuxième schéma donc sur le budget total qui va être de 24 milliards d'euros en garantie. On va avoir un deuxième schéma de déploiement pour 25% du budget qui sera donc déployé en direct par des banques publiques nationales. Donc en France, ce sera Bpifrance et la Caisse des dépôts qui vont pouvoir faire la même chose que ce que faisait aujourd'hui le groupe BEI, c'est-à-dire être opérateur de la garantie européenne, donc opérateur de la garantie pour le compte de la Commission européenne. Donc on va pouvoir monter, chez Bpifrance notamment, des produits financiers, donc construire des produits financiers qui répondent aux besoins du terrain, qui ne sont pas suffisamment, je vais dire, pris en compte par les offres du groupe BEI, puisque le groupe BEI va continuer de faire des offres très pertinentes, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir des offres complémentaires montées par les banques publiques nationales. Donc, on va avoir la possibilité de monter des produits et d'activer la garantie sur ces produits-là pour pouvoir prêter ou investir dans des porteurs de projets au niveau national. Et ça va se faire sur 4 priorités stratégiques fixées par la Commission européenne. Donc, l'accès des PME et des petites ETI au financement, les investissements sociaux et les compétences, donc tout ce qui est formation, les infrastructures durables, donc là on est beaucoup plus sur les investissements de long terme et les préoccupations écologiques, et la recherche, l'innovation et les projets de numérisation. Avec quand même donc une grosse priorité, et ça ne concerne pas que le programme Investio, hein, ça concerne tous les programmes de financement post-2020, une grosse priorité au climat, avec un objectif de 30% minimum des opérations qui devront contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est un objectif fixé par la Commission européenne et qu'on devra appliquer, je donne l'exemple de Bpifrance, puisqu'il me concerne, mais qu'on devra appliquer donc à nos offres. Mais on va aussi avoir les contraintes du groupe BEI pour les offres intermédiées par le groupe BEI, qui s'est fixé à elle-même un objectif de 50% à l'horizon 2025 de ces offres qui devront contribuer à cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, concrètement, toutes les offres, qu'elles soient dédiées ou non à des projets verts, à de la green tech, etc., on peut tout à fait avoir un prêt à innovation, par exemple, qui n'a pas de priorité, en tout cas qui ne cible pas de projets de transition écologique. Même ces offres généralistes devront contribuer à cet objectif climat, en tout cas à hauteur de 30% à l'échelle du programme InvestEU et à 50% si ces offres sont intermédiées par le groupe BEI. Vous pouvez passer à la slide suivante. Je prendrai les questions après, j'ai vu qu'il y en avait une ou deux. Comme je le disais, bon, c'est impossible, en tout cas sur le temps qu'on a, et je pense que ça serait soporifique de vous faire la liste de tous les intermédiaires financiers, de toutes les offres qui sont disponibles. Mais on a plusieurs sites plutôt bien faits, notamment le site L'Europe est à vous de la Commission européenne qui donne la possibilité, par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, d'avoir la liste des intermédiaires financiers selon les différents programmes, selon les priorités, selon les objectifs de l'entreprise. Et pour ce qui est des offres intermédiées par le Fonds européen d'investissement, vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site du FEI donc sur la page du programme COSME et du programme Innofin, vous aurez la liste de tous les intermédiaires financiers donc français qui proposent des offres soutenues par l'Europe. Vous pouvez passer à la slide suivante, c'est simplement une slide d'illustration. Pour vous montrer donc ce moteur de recherche sur la page L'Europe est à vous, donc qui est plutôt bien fait. Hein. Vous sélectionnez, je ne vois pas très bien, mais le domaine d'investissement, donc la technologie propre, la source de financement, donc là ça va être le programme de financement, le pays, et vous aurez derrière la liste des différents intermédiaires qui propose des offres soutenues par ces programmes-là et cible ces priorités-là. J'en ai fini pour
la présentation. Alors, ces 50% de garantie autorisent-ils une autre prise de garantie par l'intermédiaire? Peut-elle se cumuler avec d'autres systèmes de garantie? Alors là, encore une fois, ça va être un peu l'histoire le souci de l'intermédiaire financier, en fait. Oui, en fait, il y a deux sujets. Soit la contre-garantie, enfin, la garantie de l'Europe intervient en contre-garantie. Alors là, dans ce cas-là, vous allez avoir une banque, par exemple commerciale, qui va vous faire une garantie et qui va avoir une contre-garantie de la Commission européenne, enfin, du groupe BEI, pour pouvoir faire prendre une partie de ses pertes de sa garantie par l'Europe. Mais vous avez aussi des montages où on a des co-garanties, donc finalement où la garantie européenne va intervenir en co-garantie de la garantie nationale, enfin de la garantie, pas nationale, mais de la garantie bancaire, de la garantie bancaire commerciale, où finalement les deux garanties vont se compléter pour pouvoir offrir in fine une quotité garantie maximale au porteur de projet. Mais encore une fois, c'est pas vraiment le sujet du porteur de projet. Après, le porteur de projet, il va en bénéficier parce que plus la protection européenne de l'intermédiaire financier va être importante, plus l'intermédiaire financier, plus la banque va prendre du risque. Donc finalement, le porteur de projet va en bénéficier. Mais finalement, le porteur de projet ne va pas avoir la visibilité sur le montage financier de l'intermédiaire financier prend une quotité garantie de 60% et l'Europe va contre-garantir à hauteur de 50 ou 70%. Finalement, c'est un montage qui concerne la banque et assez peu le porteur de projet. Encore une fois, le seul impact est non négligeable sur le porteur de projet, c'est que plus la banque est protégée, plus elle sera à même de prendre du risque et d'offrir une quotité plus importante et des conditions plus souples, puisque la banque n'a pas le droit de tirer les bénéfices pour elle-même de la garantie européenne. Elle est obligée de transposer sur le porteur de projet le bénéfice de la garantie européenne. Je remercie beaucoup Pierre Joanneau pour nous avoir présenté un paysage pas toujours très facile à comprendre, mais là c'était vraiment très clair. On voit quels sont les instruments, le rôle des intermédiaires financiers. Donc on a vraiment un panorama très bien cerné sur lesquels on peut revenir de manière très spécifique lorsque le projet est suffisamment mature. Je pense que c'est une façon de procéder. Merci beaucoup à ces interventions de BPI France, très intéressantes, très porteuses d'informations indispensables, je suis ravie de partager avec l'ensemble des participants. J'avais juste une petite remarque sur le rôle quand même des points de contact nationaux qui sont quand même très importants pour les entreprises, parce que une idée, c'est d'avoir effectivement les éléments d'information, de comprendre les guichets, etc. Mais il y a aussi un autre aspect qui n'est pas négligé, c'est la présentation des projets pour qu'ils soient retenus. Et ça, il y a toute une façon de faire. Et Laurence Feinenbaum a bien insisté tout à l'heure sur ça, bien construire ses projets, bien montrer quels sont les points d'intérêt qui peuvent effectivement influencer la décision des jurys, etc. Donc, il faut vraiment faire très attention. Il y a une façon de présenter et de monter le projet. Donc, évidemment, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous accompagner, aussi bien BPI France que dans le cadre des points contacts nationaux dont vous avez évidemment les liens que BPI France a la gentillesse de remettre sur les slides. Ça, c'est très important. On peut passer peut-être à l'intervention de... je vois que j'ai une connexion un peu instable. Désolée si on ne m'entend pas très bien.
On peut passer peut-être maintenant à l'intervention de Julia Pereira da Ponte sur le programme LIFE, qui est peut-être plus concentré sur des projets liés à l'environnement. Enfin, je la laisse s'exprimer entièrement sur le sujet et on revient peut-être à quelques questions ensuite. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, en effet, je vais vous présenter le programme LIFE. Donc avant de vraiment commencer, je tenais à préciser, comme ça a déjà été dit plus tôt ce matin, qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui restent à définir ou à clarifier pour le prochain programme LIFE. Donc voilà, le règlement n'est pas encore formellement adopté. Donc les informations sont encore une fois sous toute réserve. Mais d'une façon générale, ce qu'on peut dire, et on peut passer à la première slide, la slide suivante, ce qu'on peut dire sur le programme, c'est que c'est le premier programme de l'Union européenne qui a été dédié uniquement au financement lié à l'environnement, puis au climat ensuite. Il date de 1992, mais il a largement évolué depuis et continue à le faire, d'où les incertitudes qu'on peut avoir dans l'attente d'une finalisation du budget. Mais son objectif premier, c'est la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne dans ces domaines de l'environnement et du climat. Je passe à la slide suivante. Donc, il est divisé en 4 sous-programmes qui couvrent du coup l'ensemble de ces sujets d'environnement et de climat. Nature et biodiversité, qui a priori vous concernera un petit peu moins. Économie circulaire et qualité de vie, atténuation du changement climatique et adaptation, et transition énergétique propre, sachant que cette partie de transition énergétique propre, elle provient de Horizon 2020, l'été précédemment dans Horizon 2020, et c'est quelque chose qui est particulièrement susceptible d'évoluer, donc sur le sous-programme sur lequel j'aurais peut-être le moins d'informations fiables et claires à vous donner aujourd'hui. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que c'est... non, on reste sur la slide précédente. Pardon. C'est que c'est assez large en termes de thématiques et que du coup, c'est plutôt une approche, en termes de thématiques, c'est plutôt une approche bottom-up. C'est-à-dire qu'il y aura des précisions dans le cadre du sous-programme de priorités thématiques au sein des différents sous-programmes, mais on restera sur quelque chose d'assez général du moment que ça peut contribuer à avoir des bénéfices environnementaux substantiels. Slide suivante maintenant, merci. Donc, ce qui compte, c'est plutôt l'approche générale du programme, donc c'est vraiment ce qui fait sa spécificité, c'est donc la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne via à la fois le fait de développer, faire la démonstration et promouvoir des techniques ou méthodes ou approches innovantes. Donc l'aspect d'innovation est un élément important, même si au programme qu'on a vu précédemment, c'est moins le seul aspect, enfin en tout cas ça dépend des thématiques, et ça c'est encore quelque chose qui doit vraiment être précisé, sur lequel on n'a pas encore de vision globale pour le programme LIFE 2021, post-2020, à partir de 2021. C'est aussi le soutien et le développement et le suivi de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne pertinente, et également le fait de catalyser le déploiement à une large échelle des solutions techniques et des politiques publiques, donc toujours pour la mise en œuvre de la politique de l'UE pertinente. Mais disons que la logique générale, c'est que c'est un petit programme en termes de budget, parce que j'y reviendrai plus tard, mais c'est plutôt autour de 5 milliards d'euros, donc plus petit que ce qui a pu être vu sur Horizon Europe, avec des enjeux couverts qui sont extrêmement larges, puisque la mise en œuvre de la législation de l'Union sur l'environnement et le climat, c'est très large, et donc la Commission attache une importance particulière à l'importance des bénéfices environnementaux des projets et de leur capacité à essaimer, comme on le verra également par la suite. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de type de projet, je vous indique ça surtout si vous allez ensuite vous renseigner plus précisément sur le programme LIFE pour savoir quoi chercher plus particulièrement. Donc, il y a 2 types de projets stratégiques pour la nature et de projets intégrés qui, a priori, vous concerneront pas spécialement. En tout cas, si ils vous intéressent, je vous invite vraiment à passer par les PCN pour avoir des précisions, parce que c'est des types de projets extrêmement spécifiques. Ceux qui sont susceptibles de vous concerner davantage, ce sont les projets d'action standard. C'est le projet LIFE assez classique, avec un taux de cofinancement de maximum 60%, donc qui a un petit peu augmenté, qui devrait augmenter par rapport à la période précédente. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de souligner. Et ensuite, dans la catégorie autres projets, ça devrait être ce qui concerne les projets énergie, sur le fait d'action de coordination et de soutien, donc ce qu'il y avait précédemment dans Horizon 2020. Beaucoup de choses restent à préciser, mais voilà, néanmoins, si vous devez ensuite chercher des informations, ce sera les projets d'action
standards qui seront a priori les projets principaux. Est-ce que Life est susceptible de vous concerner si vous êtes vraiment une startup? La question se pose différemment pour les PME. Donc j'ai repris en fait ce que la Commission européenne appelle le narratif pour les startups qu'elle a commencé à développer ces années, différentes années, et qui devraient se poursuivre en post 2020. C'est-à-dire que Life n'est pas spécifiquement destiné aux startups, mais que la Commission a souhaité voilà, engager les startups à postuler à Life, mais dans un cadre assez spécifique. Donc, c'est tout à fait possible. Mais si la startup est petite et vraiment en tout début de développement, plutôt en partenariat avec d'autres acteurs, parce que du coup, Life va soutenir l'innovation et la mise sur le marché de solutions portées par des startups, mais sans forcément que les startups puissent monter un projet Life toutes seules. Donc, l'idée de la Commission européenne, c'est que le projet Life peut constituer une sorte de cellule d'incubation qui sera à risque limité pour les différents acteurs, qui permettent aux startups de se développer et aux entreprises partenaires du projet de bénéficier de moyens financiers, techniques et commerciaux adéquats, avec un risque qui reste limité puisqu'il y a une subvention liée à Life. Et donc, du coup, c'est pour ça que la Commission encourage des propositions en partenariat avec des entreprises plus établies sur le marché qui pourraient vraiment aider la start-up à commercialiser sa solution. Mais après, voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut dire par start-up et de la taille aussi de l'entreprise. Après, désolé, du coup, je vais revenir à la slide précédente sur les spécificités. Pardon. Donc, qui là s'applique à tout le monde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une attention assez importante qui est portée au fait que les projets SM, donc du coup, c'est ce que la Commission va évaluer dans le cadre du potentiel de réplication ou de transfert des résultats du projet. Donc, c'est-à-dire que les résultats du projet puissent être utilisés dans un cadre différent soit dans une échelle territoriale plus large ou sur une thématique légèrement différente, et également à la pérennité, donc montrer que les résultats du projet ne s'éteindront pas avec le projet. Ensuite, c'est important de voir aussi ce que le projet ne finance pas, donc des travaux purement de recherche, ça va plutôt être Horizon 2020, Horizon Europe, et pas Life. Et a priori, enfin, en tout cas jusqu'à présent, Life ne finançait pas des infrastructures importantes en termes de coûts, donc supérieurs à 500 000 € par exemple, ou des projets de développement régional et local, puisque ça, c'est plutôt les fonds structurels, mais c'est quand même des choses qui restent à préciser dans le cadre des futurs appels à projets. Ensuite, slide suivante, s'il vous plaît. Un autre élément qui peut être intéressant pour vous à avoir en tête, même si on n'a pas encore toutes les précisions sur ce point-là non plus, c'est le déroulement d'une candidature. Alors, jusqu'à présent, on avait deux possibilités, en une phase ou en deux phases, et on ne sait pas encore exactement si, pour l'instant, les projets environnement étaient en deux phases et les projets climat en une phase. On ne sait pas si tous les projets vont passer en deux phases ou non. Mais toujours est-il que c'est assez différent du coup de ce qui vous a été présenté plus tôt dans la matinée, puisque il n'y a pas d'oral ou de choses comme ça, c'est vraiment un dossier. Donc pour le dossier en deux phases, c'est d'abord une note de synthèse qui s'appelle concept note en anglais, mais c'est vraiment une note de synthèse dans le sens où c'est pas simplement l'idée d'un projet, c'est un projet, c'est la synthèse d'un projet qui doit déjà être globalement monté, que ce soit au niveau de toutes les actions qui doivent être réalisées ou du budget. Donc c'est quand même un projet monté qui ensuite ça prend quand même un petit peu de temps à faire, et qui ensuite dans la rédaction, c'est synthétique, c'est une dizaine de pages pour la présentation, mais quand même quelque chose d'assez dense. Et ensuite, si cette note de synthèse est retenue, la préparation d'un dossier complet, là c'est également uniquement par écrit, c'est très précis sur les différentes actions qui seront menées, sur les coûts afférents à ces différentes actions. Donc on est plutôt dans l'ordre du 100-150 pages en général. Et voilà. Et si c'est le dossier complet, c'est directement, donc pour les projets climat actuellement, c'est directement ce dossier qui décrit l'ensemble du projet de façon assez précise. Et ce qui est à retenir, c'est qu'il y a minimum un an ou un an et quelques mois entre le dépôt, le premier dépôt, que ce soit de la note de synthèse ou le dossier complet, et le démarrage possible du projet. Donc c'est quelque chose qui peut parfois jouer dans le fait de choisir Life ou un autre type de financement, et que c'est vraiment important aussi, ça, je l'ai déjà dit, mais d'anticiper la préparation du projet, y compris pour la note de synthèse qui peut paraître
simple. Elle est simple dans sa rédaction, mais elle prend quand même un certain temps à… Enfin, elle nécessite que le projet soit déjà bien monté. Ensuite, en termes de budget, je l'ai dit tout à l'heure, on a une augmentation du budget live qui est quasi certaine, même si, comme ça a déjà été dit plusieurs fois cette matinée, les choses ne sont pas encore adoptées, mais donc l'ordre de grandeur, ça devrait être autour de 5 milliards d'euros. Et en termes de calendrier, habituellement, les appels à projets sont lancés en avril. Pour 2021, on a énormément d'incertitudes. Ce sera peut-être plutôt mi-2021. En tout cas, on ne sait pas exactement. On devrait avoir plus d'éléments début 2021. Et ensuite, voilà, rapidement, je vous ai dit que c'était des projets qui étaient assez lourds à monter, mais il peut y avoir une aide, et notamment, du coup, je vais vous présenter les points de contact nationaux et le dispositif d'assistance qu'on met en place au sein du ministère de la Transition écologique. Donc, les points de contact, on est répartis par thématique. Donc, moi, je m'occupe plutôt de ce qui va devenir économie circulaire et qualité de vie. Mais j'ai une collègue qui s'occupe plutôt de nature et biodiversité et un autre collègue qui s'occupe plutôt du climat au sens large. Donc, on est tous les trois au sein du ministère de la Transition écologique. C'est quelque chose qui n'est pas à temps plein, la fonction de TCN, mais voilà, qui vient en plus d'autres missions. Il y a une adresse de contact unique que vous devez voir apparaître sur le slide. En termes d'informations plus précises, on a tous les ans en avril une journée d'information sur live qui est c'est sur toute la journée, donc il y a beaucoup plus d'éléments qui peuvent être apportés. Et on a aussi la présence de la Commission européenne, ce qui sera très utile notamment en 2021, puisqu'il y aura beaucoup d'évolutions et c'est quand même la Commission qui pourra le mieux les présenter dans le cadre d'un programme qui est en gestion directe. Et on a également une assistance pour les porteurs de projets. Donc c'est pour une trentaine de porteurs par an. Et qui permet, alors pas une assistance au montage en tant que tel, mais au dépôt, donc qu'on organise avec un prestataire pour relire les propositions notamment. Donc voilà, c'est des projets qui peuvent être lourds à monter, mais néanmoins, il y a une assistance qui est possible pour certains projets. Donc ça, vous aurez le descriptif dans la slide suivante. Après, j'ai l'impression que le temps passe, donc peut-être que si vous avez déjà quelques questions, je peux y répondre maintenant, mais plus probablement que je pourrais y répondre après, parce qu'on a aussi un porteur de projet live qui vous présentera son expérience. Et ensuite, dans la dernière slide, j'avais mis quelques ressources utiles. C'est des liens cliquables. Donc, et si vous êtes intéressé par le fait de déposer un projet live, je vous invite vraiment à aller voir aussi ce qu'il y a dans la base de données des projets live pour voir tout ce qui a pu être déposé les années précédentes, même si évidemment, il y aura des évolutions à partir de 2021. Donc, ce n'est pas totalement représentatif, mais c'est quand même intéressant. Alors, en termes de maturité de projet, je vois qu'il y a une question. Alors, la commission n'aime pas parler en termes de TRL pour live. Néanmoins, quand elle le fait, c'est plutôt à partir du TRL 6. Mais c'est pas de la recherche. Il peut y avoir en tout cas jusqu'à présent, et ça c'est quand même vraiment des choses qui doivent être précisées et qui ne le sont pas encore. Il peut y avoir des prototypes, mais c'est plutôt des prototypes déjà à grande échelle, quoi. Ça ne va pas être le premier prototype. Il doit déjà y avoir suffisamment d'éléments pour savoir ce que donnera le projet, mais il peut y avoir un degré d'innovation qui est aussi varié selon les sous-programmes et pas encore totalement défini. Donc, je ne préférerais pas rentrer dans trop de détails pour le moment parce qu'on attend encore beaucoup d'éléments de précision sur ce point. Merci beaucoup, Julien. Vraiment très, très intéressant au niveau du détail et on voit un peu les aspects spécifiques de live par rapport à ce qu'on a dit effectivement précédemment. Alors, moi, j'avais quand même un petit rajout sur la question. Évidemment, live ne finance pas des travaux de recherche et d'innovation puisqu'on est en TRL plus élevé et sur du projet concret de l'opérationnel. Mais en complément, il se pourrait que les projets live soient abondés s'ils reprennent des questions qui ont été soulevées dans le cadre des programmes Horizon Europe. Donc, ils pourraient être abondés. Alors, je ne sais plus si le pourcentage reste d'actualité. Il me semblait que c'était à hauteur de 20%. Alors, il faudra que ce soit confirmé. Parce que, oui, alors il y a possibilité de reprendre effectivement des résultats des travaux de Horizon 2020 ou Horizon Europe avec un Oui, alors en tout cas, c'est vrai que il y a des choses, ça fait partie des choses qui doivent être précisées, mais
les projets qui s'appuient sur des projets live qui s'appuient sur des travaux de Horizon 2020 ou Europe par la suite pourraient avoir un bonus dans l'évaluation. Mais voilà, après, les conditions de financement resteront les mêmes que pour tous les autres projets, mais ils peuvent être privilégiés et avoir notamment des bonus, et c'est quelque chose qui est encouragé. Oui, ce qui fait aussi un peu un lien de cohérence entre les différents programmes. Alors, juste une petite réflexion que je me faisais pour justement essayer de voir un peu clair entre les différents dispositifs qu'on a évoqués jusqu'ici. Il s'agit de comprendre aussi qu'il y a des rythmes différents à tout ce qu'on vient d'indiquer jusqu'à présent. C'est-à-dire que pour certains, on a des fenêtres de tir. Quand on est dans le cadre des programmes, on a des appels à projets qui ont des fenêtres de tir pour lesquelles on a des candidatures à partir avec une soumission ouverte dans le cadre des appels à projets. Donc attention, il faut être vraiment vigilant d'être dans cette fenêtre de tir. Et parfois, pour d'autres dispositifs, on est, je pense, un instrument PME ou probablement aussi accélérateur, mais on est sur des dispositifs en continu. Donc attention, il y a des rythmes différents. Et puis, par ailleurs, vous l'aurez tous compris, il y a des configurations de porteurs de projets qui sont différentes. Parfois, une entreprise peut soumettre son projet seul et parfois, elle est tenue de s'adjoindre d'autres pays, enfin d'autres consortiums avec des pays européens. Donc, c'est un peu aussi, sans entrer dans les grandes, comment dire, dans les grandes différences, mais il y a quand même deux éléments qui me semblaient importants, voilà, de synthétiser un peu en fonction de ce qu'on s'est dit ce matin. On passe au témoignage, la deuxième partie, témoignage des entreprises, en commençant par Monsieur Michel Minares. Ça, oui, voilà. Alors, il n'a pas pu se joindre à nous, sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'a pas pu encore arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il nous a quand même fourni une vidéo qui présente son parcours et il m'a fait passer un message sur les difficultés et comment ils avaient surmonté ces difficultés. Donc, je vais vous passer la vidéo et vous retransmettre le message qu'il m'a fait passer. D'accord, très bien. Voilà. Le projet BioEx-Life est un projet qui vise à démontrer la faisabilité d'une filière de valorisation des huiles de friture en biocarburant pour moteur diesel et sur un principe d'économie circulaire locale avec l'utilisation de ce carburant par des véhicules de transport, de voirie, des flottes captives des collectivités locales. Nous avons pu démontrer que la filière avait un véritable impact social avec un retour d'investissement social sur le territoire de 1,40 € par euro investi dans le projet et des réductions de gaz à effet de serre de plus de 90% par rapport au gasoil. Nous avons pu aussi trouver des partenaires en France, 3 nouveaux partenaires avec lesquels nous travaillons et qui pourront par la suite répliquer le projet. Et nous avons obtenu des contacts en Espagne, en Italie et en Slovénie. Le programme LIFE nous a aidés sur plusieurs points. C'était vraiment pour nous une ouverture à l'Europe. Ça nous a permis de rencontrer de nombreux partenaires potentiels, également des contacts institutionnels au niveau européen, d'avoir beaucoup plus de crédibilité auprès de partenaires potentiels. Le fait d'avoir eu un financement européen montre que le projet est sérieux, montre que le projet a un vrai impact en fait. Le projet nous a vraiment permis de finaliser la partie recherche et développement et de nous approcher de la phase commerciale. Donc voilà pour la partie vidéo, donc je vais repasser au partage d'écran. Donc pour ce qui était des messages qu'il m'a fait passer, donc il m'a expliqué que la rédaction de la proposition c'était assez complexe au niveau des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer. Et pour surmonter en fait cette rédaction de proposition, ils ont bénéficié d'un accompagnement qui était proposé par le ministère de la transition écologique. Et ils ont aussi fait appel à un consultant externe. Ils ont aussi eu certaines difficultés par rapport au reporting financier et technique.
en cours de projet parce que c'est quelque chose qui est assez exigeant, hein, même s'il a été simplifié. Donc, ils ont fait appel à un consultant externe avec qui ils ont eu des échanges réguliers et aussi avec un superviseur pour bien cadrer leur rapport par rapport en fait aux attentes. Il précise aussi qu'il faut garder à l'esprit que tout changement notable au sein du consortium ou dans les objectifs du projet doivent être communiqués au superviseur pour qu'il y ait une validation par le ASME. Et donc, la communication transparente avec le superviseur, elle est pour lui fondamentale. Pour ce qui est pour Michel Milarès, la partie la plus énergivore, c'était la partie reporting financier, hein, parce que donc qui portait sur les frais de déplacement, parce que chaque euro doit être justifié avec des factures, des billets de train, etc. Et donc ils doivent tous aussi comporter une référence au numéro de projet. Et donc en fait, pour faciliter cette partie, ils se sont concentrés sur des montants significatifs. Et ils n'ont pas comptabilisé les tickets de métro, les petits frais de repas, etc., pour limiter le temps passé sur ce reporting. Et il m'a aussi indiqué que les actions où ils ont eu le plus de mal à mettre en œuvre, c'était les actions de réseautage avec d'autres projets européens, qui est obligatoire dans tout projet, mais pour lesquels il est difficile d'avoir des retours concrets par manque de temps. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient sur ce sujet. Voilà pour le témoignage du programme LIFE. On avait une question sur comment on obtient un financement pour le recours à un consultant. Est-ce que c'est pris en compte éventuellement? Alors, c'est pas financé par la Commission européenne, c'est-à-dire que le coût du dépôt du projet ne peut pas figurer. Les actions pour être financées dans le cadre du programme LIFE doivent démarrer après la signature de l'accord de subvention. Donc, tout ce qui est avant et préparation du projet ne peut pas figurer. Nous, côté ministère, on propose une assistance, mais qui une assistance. Nous, on finance un prestataire qui peut assister des projets, mais on ne finance pas le recours à un prestataire externe. Mais par ailleurs, les régions peuvent également parfois offrir des financements, et il me semble qu'en général, c'est aussi plutôt des financements, c'est-à-dire que avec des prestataires, mais sans que ce soit un financement pour que le projet lui-même passe un marché avec un prestataire. Mais après, il peut y avoir, voilà, chaque région fait ce qu'elle souhaite là-dessus, donc il peut y avoir des spécificités. Après, c'est à voir auprès d'autres acteurs, mais en tout cas, ni la Commission européenne, ni le ministère ne financent ça, puisque nous, on a déjà l'offre avec notre propre prestataire, et disons, on offre de l'assistance directement et pas du financement pour avoir un bureau d'études. Merci. Et simplement une précision par rapport à ce qui a été dit juste avant, et EASME, enfin le reporting dans le cadre du développement du projet, c'est auprès de l'agence en charge de la mise en œuvre de LIFE qui devrait changer. Donc c'était EAS, mais ça devrait changer. Voilà.